Le directeur de Harvard a surpris une jeune femme noire en train de résoudre des équations à 2 heures du matin. Ce qui l'a fait ensuite a choqué tout le monde. Le silence nocturne du prestigieux département de mathématiques de Harvard fut rompu par des pas précipités. Le directeur William Callahan, mathématicien renommé et administrateur acharné, était rentré au bâtiment après s'être rendu compte qu'il avait oublié des documents cruciaux pour la conférence internationale du lendemain. En empruntant le couloir menant à l'amphithéâtre principal, il remarqua une faible lumière s'échapper de sous la porte. Il était 2h17. Personne n'aurait dû être là. Fronçant les sourcils, William poussa lentement la porte. Ce qu'il vit le laissa figé. Une adolescente noire aux cheveux bouclés attachés en un chignon désordonné était complètement absorbée par l'immense tableau noir. Ses doigts fins se déplaçaient avec une précision impressionnante, résolvant l'une des équations les plus complexes qu'il avait proposées lors de son dernier cours. Un problème d'optimisation non linéaire qui avait déconcerté même ses plus brillants doctorants. La jeune fille ne le remarqua pas. Elle continua à travailler, murmurant à voix basse tandis qu'elle accomplissait chaque étape avec une facilité déconcertante. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix grave résonna dans l'amphithéâtre vide. La jeune fille se retourna, la craie glissant de ses doigts et se brisant sur le sol ciré. Ses yeux, d'abord écarquillés par la peur, se transformèrent rapidement en résignation. Ce n'était pas la première fois qu'elle se retrouvait là où elle n'était pas censée être. Je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas. Je touchais juste à ce qui ne vous appartient pas. Une intrusion sur une propriété privée. William s'approcha et examina la solution au tableau. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Ici? Je m'appelle Zora, monsieur. Mon père s'appelle Thomas. Il travaille dans l'équipe de nettoyage de nuit, déglutit-elle avec difficulté. C'est juste que, quand il m'amène ici, il m'arrive d'attendre dans la salle de repos des employés. Mais aujourd'hui, j'ai vu ce problème. William observa la jeune fille avec attention. Elle ne paraissait pas avoir plus de 14 ans. Elle portait un grand manteau usé et des baskets usées, signes évidents de sa situation financière, et pourtant ses yeux pétillaient d'une intelligence indéniable. « Comprenez-vous ce qui est écrit ici ?» demanda William en désignant le tableau avec un mélange de scepticisme et de curiosité. « C'est une équation d'optimisation avec des contraintes non linéaires, » répondit Zora, sa voix initialement hésitante prenant de l'assurance. J'utilise la méthode Lorentzi modifiée pour trouver le point optimal, mais j'ai réalisé qu'en appliquant d'abord une transformation logarithmique, le système devient plus gérable. Quelque chose changea dans l'expression du directeur. En 30 ans de carrière universitaire, il avait rarement rencontré des étudiants de licence capables d'exprimer une telle compréhension et encore moins un adolescent sans formation formelle. « Où avez-vous appris cela ? » « Dans les livres, » répondit simplement Zora. « Je reste ici pendant que mon père travaille. Parfois, j'écoute à la porte quand il y a des cours du soir et à la bibliothèque municipale quand je peux y aller. » William se remémora 6 mois en arrière, lorsqu'il avait remarqué que ses livres sur l'étagère semblaient légèrement décalés certains matins, comme si quelqu'un les avait regardés pendant la nuit. « Je suis désolé, » poursuivit Zora, ramassant déjà son sac à dos en lambeaux. « Je sais que je ne devrais pas être là. S'il vous plaît, ne virez pas mon père. Il ne sait pas que je fais ça. Il m'a interdit de quitter la salle des professeurs. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, William prit une décision impulsive qui contredisait tout ce qui caractérisait sa carrière d'inflexible rigueur académique. « Attendez !» Zora se figea, la peur visible dans ses yeux. « Terminez l'équation !» ordonna-t-il en lui tendant une craie. « Monsieur, terminez ce que vous avez commencé. Je veux voir comment vous résoudriez le reste. » Les mains tremblantes, Zora accepta la craie. Un instant. William crut qu'elle allait s'évanouir de nervosité. Mais soudain, quelque chose de surprenant se produisit. Lorsqu'elle se retourna vers le tableau, sa posture changea, les tremblements cessèrent. Son regard,
se fixa avec une intensité renouvelée. Des symboles mathématiques jaillirent de sa main désormais ferme, créant une symphonie logique qui semblait danser sur le tableau. Ce que la directrice Callahan ignorait, c'est que derrière cette adolescente timide se cachait un esprit qui avait trouvé dans les mathématiques non seulement un refuge, mais aussi un langage pour déchiffrer le monde. Durant les 3 années où elle avait accompagné son père dans ses sorties professionnelles nocturnes, Zora avait secrètement développé un talent qui allait défier toutes les barrières que le système avait érigées pour les personnes comme elle. Si cette histoire de talent caché et de préjugés à surmonter a piqué votre curiosité, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment une rencontre inattendue à 2 heures du matin allait devenir le catalyseur d'une révolution qui allait changer à jamais non seulement la vie de Zora, mais le concept même de potentiel humain dans les murs de cette institution vieille de plusieurs siècles. Zora ne dormit pas cette nuit-là. Elle rentra chez elle avec son père à l'aube, revivant chaque seconde de cette rencontre inattendue. Le directeur Callahan était resté silencieux pendant qu'elle terminait l'équation. Son expression était impénétrable. Puis, d'un simple hochement de tête, il dit simplement « Reviens demain à la même heure ». Puis il partit, emportant ses papiers et laissant Zora figée devant le tableau. Thomas remarqua l'agitation de sa fille pendant le petit déjeuner dans leurs petits 2 pièces en périphérie. « Il y a quelque chose qui ne va pas, Zo ?» demanda-t-il, l'inquiétude, creusant son visage fatigué après une nouvelle nuit de travail. « Rien, papa, » mentit-elle en évitant son regard. Comment expliquer qu'elle avait rompu sa promesse de rester en salle des professeurs, que le directeur l'avait retrouvée et qu'au lieu de la renvoyer ou de la dénoncer, il l'avait réinvitée? Ce jour-là, pendant les cours à l'école publique de son quartier, Zora n'arrivait pas à se concentrer. Sa professeure de mathématiques, Madame Collins, expliquait des équations du second degré à des élèves désintéressés, tandis que son esprit s'égarait vers des problèmes d'une complexité exponentielle. Zora, la voix de Madame Collins, la ramena à l'essentiel. Pourriez-vous nous montrer comment résoudre ce problème? Zora regarda le tableau, clignant des yeux pour chasser ses pensées. L'équation était d'une simplicité déconcertante. Elle répondit machinalement. Tandis que certains de ses camarades levaient les yeux au ciel en marmonnant « Intello » et « bizarre », elle y était habituée. Ce qui la dérangeait, c'était le sentiment de perdre un temps précieux sur des choses qu'elle maîtrisait depuis des années. À la fin du cours, Madame Collins l'interpella. « Tu sembles distante aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Tout va bien ?» C'est alors que Zora prit une décision impulsive. « J'ai rencontré quelqu'un, un professeur. Il a vu mes solutions de maths et je pense qu'il est intéressé pour m'aider. » Madame Collins, la seule enseignante à avoir vraiment remarqué le talent extraordinaire de Zora, lui fournissant des exercices supplémentaires et des livres à emprunter, sourit. « Je suis contente que tu aies toujours été à ta place dans un environnement plus stimulant, » dit-elle. « Mais, et si ce n'était qu'une curiosité passagère? Et s'il voulait juste me tester ?» Et puis Zora n'a pas terminé. Mais son insécurité était palpable. L'enseignante a soupiré en s'asseyant à côté de son élève. « Zora, ton talent est un don rare. Ne laisse personne le diminuer, pas même toi. » Ce soir-là, alors qu'elle accompagnait son père au travail, Zora avoua sa rencontre avec le directeur. « Tu as fait quoi? » Thomas s'arrêta, choqué. « Zora, tu aurais pu me causer des ennuis. Harvard n'est pas un endroit pour jouer. » « Ce n'était pas un jeu, papa. Je résolvais des problèmes de maths. J'étudiais dans des salles où tu n'aurais pas dû être. J'utilisais des tableaux qui n'étaient pas les tiens. Je risquais mon emploi. » Sa voix était un mélange de peur et de frustration. « On n'a pas notre place dans ce monde, Zora. Je suis là pour faire le ménage, pas pour que ta fille puisse apprendre. » Zora termina, un courage soudain grandissant en elle. « Mais il m'a demandé de revenir. C'est une opportunité. » Thomas se frotta le visage fatigué. « Une opportunité, pourquoi? Pour quelqu'un comme le principal Callahan de s'amuser à... »
Regarder une pauvre fille résoudre des équations comme un animal de cirque? Il est connu pour sa froideur, Zora. Il ne fait pas confiance aux gens comme nous. Zora déglutit difficilement. Elle voulait expliquer qu'elle sentait quelque chose de différent dans le regard de Callahan. Pas de la cruauté, mais de la reconnaissance. Mais avant qu'elle puisse répondre, ils arrivèrent au département de mathématiques. « Va-en, salle des professeurs », ordonna Thomas fermement, « et reste ahí. » Zora obéit et s'assit dans la petite pièce faiblement éclairée, entourée d'armoires de produits de nettoyage. Elle ouvrit son vieux cahier où elle conservait ses problèmes de mathématiques préférés, les solutions copiées dans des livres de la bibliothèque, les théorèmes qu'elle avait appris en autodidacte. 2 heures plus tard, alors que son père nettoyait les laboratoires à l'étage, Zora entendit la porte s'ouvrir. Le principal Callahan se tenait là, un dossier sous le bras. « Tu n'es pas venu, » dit-il simplement. « Mon père ne me le permettra pas. » William hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. « Ton père est raisonnable, protecteur. » Un silence gêné s'ensuivit. Puis, à la surprise de Zora, le directeur lui tendit le dossier. « Ceci est pour vous. » À l'intérieur se trouvaient 5 problèmes de mathématiques avancées, du genre de ceux qui figuraient aux Olympiades internationales et qui mettaient au défi les meilleurs doctorants. « Pourquoi ?» demanda Zora, perplexe, la curiosité grandissante. William répondit « Je veux voir ce que vous en ferez ces prochains jours. » Pendant que Thomas travaillait, Zora restait en salle des professeurs, penchée sur ses problèmes. Le directeur arriva ponctuellement, échangea quelques mots et laissa de nouveaux défis. Il souriait rarement, il se montrait rarement impressionné, mais elle revenait sans cesse. Le 3e soir, quelque chose changea. Le professeur Marcus Winters, célèbre pour son arrogance et ses préjugés, accompagna William. « Est-ce la fille ?» demanda Winters en regardant Zora comme une curiosité de musée. « La petite calculatrice humaine ?» Zora sentit son visage brûler. Winters prit ses notes sans demander la permission, les feuilleta rapidement et laissa échapper un rire sec. « Intéressant, mais clairement rudimentaire, un talent brut sans raffinement. Tu ne peux pas vraiment envisager... On n'est pas là pour ça, Marcus. » William l'interrompit sèchement après le départ de Winters. « Ne faites pas attention à lui. Certains universitaires confondent élitisme et intelligence. » C'était la première fois que Zora le voyait manifester un quelconque signe d'empathie. Elle comprit alors qu'il se tramait autre chose, quelque chose que le directeur ne révélait pas. Ce que Zora ignorait, c'est que, tandis qu'elle résolvait ses problèmes apparemment sans rapport, William Callahan menait une bataille silencieuse dans les coulisses de Harvard, une bataille qui concernait l'avenir du programme destiné aux jeunes talents issus de communautés marginalisées, un programme pour lequel il luttait secrètement depuis des années, malgré la forte résistance de personnalités comme Winters. Et Zora, à son insu, devenait sa preuve vivante, son arme secrète dans une guerre institutionnelle susceptible de changer non seulement son destin, mais celui de centaines d'enfants comme elle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre, embarrassante avec le professeur Winters. La routine continuait. Zora résolvait des problèmes de plus en plus complexes dans la salle des professeurs, tandis que son père nettoyait les couloirs de Harvard. Mercredi soir, William apparut avec une expression différente. Il n'apportait pas de problème de mathématiques, mais une brochure officielle. « Il y a une conférence demain », dit-il en posant le document sur la table. « Le comité d'accès et de diversité votera le budget annuel. » « Pourquoi me dites-vous cela? » « Parce que je milite depuis des mois pour un programme de bourse pour les jeunes issus de communautés marginalisées, un programme qui identifierait des talents comme vous. » Tout prenait sens maintenant. Les problèmes, les tests, la visite de Winters. « Vous me prenez comme exemple ?» demanda Zora, incertaine. « Documentez votre potentiel, » corrigea William. « Harvard gaspille des talents à cause d'obstacles qui n'ont rien à voir avec l'intelligence. J'ai besoin de quelque chose de concret pour convaincre le comité. Tu veux que je fasse quoi? Entrer, leur montrer ce que je sais déjà. Thomas,
entré silencieusement, l'interrompit. « Absolument pas! Tu veux la faire parader comme un monstre ?» protesta doucement Zora. « Non, Zo! Il ne s'intéresse pas à toi, mais à ce que tu représentes. Une histoire inspirante, un exemple de charité. » William resta impassible. « Ton père a raison d'être méfiant. Harvard a une longue histoire d'utilisation des gens comme ornement de la diversité. » « Alors pourquoi avons-nous cette conversation ?» demanda Thomas. « Parce que je ne propose pas de charité. Je propose de changer le système. » L'après-midi suivant, l'auditorium Maxwell était bondé. William. Callahan monta sur scène et un silence respectueux s'installa dans la salle. « Le programme d'Horizon est soumis au vote, » commença-t-il, « pour l'identification et le soutien complet de jeunes talents exceptionnels issus de communautés sous-représentées. » Au fond de la salle, presque invisible, Zora observait, son père à ses côtés, tendue et méfiante. « Le programme coûterait 2,3 millions de dollars par an, poursuivit William, un montant que certains jugent excessif. » Le professeur Winters s'éclaircit la gorge d'un air théâtral. « Nous ne pouvons pas engager le budget dans des expériences sociales basées sur des cas anecdotiques. Où sont les preuves? » « Excellente question, » répondit calmement William. « Qu'est-ce qui constitue une preuve suffisante pour vous? Des données concrètes, pas des histoires sur ce petit concierge que vous encadrez. » Un murmure parcourut la salle. Winters sourit, satisfait. « Petit concierge ?» répéta William. « Parlez-vous de l'adolescent qui a résolu le problème de Bernoulli-Euler que vous avez déclaré insoluble par les profanes lors du dernier symposium ?» Winters pâlit. « Impossible. Aucun enfant ne pourrait... »« Je l'ai ici, » poursuivit William en montrant une diapositive. Les solutions de 5 problèmes de niveau Olympiade internationale, dont 3 avec des approches totalement originales. Le silence retomba dans la salle. Certains professeurs se penchèrent en avant, intrigués. « Fascinant, mais probablement une anomalie statistique, » rétorqua Winters. C'est alors que Zora se leva. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix d'abord timide, puis de plus en plus forte. « Je ne suis pas une anomalie statistique. Je suis une adolescente de 14 ans qui adore les maths. » Thomas tenta de la retenir, mais Zora s'avançait déjà vers le centre de l'auditorium. Des regards choqués suivaient chaque pas de l'adolescente noire qui osait interrompre une réunion. « Et je ne suis pas la seule, » poursuivit-elle. « Je connais au moins 5 camarades de classe de mon école qui pourraient être ici s'ils avaient accès aux mêmes livres. » Winters rougit. « C'est absurde. Comment cet enfant est-elle entrée ici? »« Sécurité, mademoiselle Thompson est mon invitée, » intervint William. Un professeur âgé au premier rang se leva et ajusta ses lunettes. « Êtes-vous la fille aux équations? J'aimerais savoir comment vous avez abordé la transformation du problème 4. » Sans hésitation, Zora s'approcha du tableau blanc avec une assurance surprenante. Elle prit un stylo et commença à expliquer son raisonnement. Sa main se déplaçait avec fluidité tandis qu'elle parlait de fonctions et de transformations logarithmiques. Le silence était absolu. Même les sceptiques étaient sous le charme. Winters resta assis, le visage crispé par une rage impuissante. Lorsque Zora eut terminé, le vieux professeur applaudit. D'autres se joignirent à lui. William observait avec un sourire discret. « Ceci, » dit-il en prenant le micro, « n'est qu'un esprit que nous avons failli perdre, car nos systèmes ne sont pas conçus pour le retrouver. Combien d'autres nous échappent-ils en ce moment? » Le vote ne fut pas unanime. 14 voix pour, 3 contre. Le programme de l'Horizon serait mis en œuvre. Alors que la foule se dispersait, Winters s'approcha de William. « Tu as transformé une réunion sérieuse en un cirque émotionnel. Ce n'est pas fini. »« Non, Marcus, ce n'est pas fini, » acquiesça William. Et en fait, ça ne fait que commencer. Ce que personne n'avait réalisé ce jour-là, c'est que le véritable génie de Zora résidait non seulement dans ses compétences en mathématiques, mais aussi dans son courage à défier un système qui n'avait jamais imaginé son existence. Et ce n'était que le début. 1 an s'était écoulé depuis cette réunion historique du comité.
Le programme Horizon n'était plus une simple idée, mais une réalité vibrante qui transformait le campus de Harvard et, peu à peu, d'autres universités prestigieuses. Dans son bureau, le directeur William Callahan observait par la fenêtre Zora traverser la cour centrale. Elle n'était plus une visiteuse nocturne, mais une étudiante du prestigieux programme préparatoire de Harvard, portant un badge officiel à son nom. Son pas était assuré, son regard assuré, elle n'était plus la jeune fille qui se cachait dans l'ombre. Les résultats préliminaires du programme sont arrivés, annonça l'assistant en lui tendant un dossier. Ils ont dépassé toutes les prévisions. William feuilleta le rapport, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. 47 étudiants issus de communautés marginalisées avaient été identifiés et avaient obtenu des bourses complètes en seulement 1 an. Leurs résultats moyens aux tests standardisés rivalisaient avec ceux des meilleurs étudiants classiques. « Et Winters ?» demanda William, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Il a démissionné la semaine dernière. Columbia lui a proposé un poste, mais a retiré son offre après avoir entendu parler de l'enregistrement. « L'enregistrement ?» demanda quelqu'un. Quelqu'un avait filmé les commentaires désobligeants de Winters sur Zora et d'autres, étudiants du programme, les qualifiant d'expérience caritative lors d'une réunion de département. Lorsque la vidéo a fuité, sa réputation s'est rapidement effondrée. « Il a créé son propre destin », a simplement répondu William. Cet après-midi-là, William se dirigea vers la cafétéria où se tenait la réunion biannuelle d'Horizon. En entrant, il découvrit une salle animée. Des dizaines de jeunes d'horizons divers discutaient de mathématiques avancées, d'ingénierie et de sciences avec l'enthousiasme que seule la jeunesse et une véritable opportunité peuvent susciter. Dans un coin, Zora expliquait un concept de géométrie non euclidienne à un groupe attentif d'étudiants de première année. Lorsqu'elle remarqua William, elle lui fit un signe discret de la main et termina son explication avant de s'approcher de lui. « J'ai pensé que vous aimeriez savoir que 5 élèves de mon ancienne école ont été admis au prochain cycle du programme, » a-t-elle dit. « Votre travail de sensibilisation porte ses fruits, » a répondu William. Zora était devenue une ambassadrice officieuse des Horizons, retournant régulièrement dans sa communauté pour dénicher d'autres talents cachés. « Tu n'as plus besoin de faire le ménage le soir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, en faisant référence à son père. William acquiesça. Thomas prit le poste de coordinateur logistique du programme. Il connaît les moindres recoins du campus mieux que n'importe quel administrateur. Ce qui avait commencé comme une rencontre imprévue à 2 heures du matin avait déclenché une profonde transformation, non seulement dans la vie de Zora et de son père, mais aussi dans la structure même de l'institution. D'autres membres du corps enseignant, initialement sceptiques, soutenaient désormais activement le programme, constatant ses résultats indéniables. 1 semaine plus tard, lors d'un événement spécial, Zora a été invitée à s'adresser à un public composé de représentants de 12 universités, prévoyant de mettre en place des programmes similaires. « Je pensais que des universités comme Harvard n'étaient pas faites pour des gens comme moi », a-t-elle commencé, sa voix claire emplissant l'auditorium. Et à bien des égards, j'avais raison. Ces institutions ont été construites par et pour des personnes privilégiées. Mais les institutions peuvent changer lorsque des personnes courageuses décident que le talent ne doit pas être gaspillé simplement parce qu'il est né au mauvais endroit. Au premier rang, son père observait la scène, les larmes aux yeux. À côté de lui se trouvait Madame Collins, son ancienne enseignante, aujourd'hui consultante pour le programme. « Le génie n'est pas un privilège », poursuivit Zora. « Le génie, c'est la persévérance, c'est résoudre des problèmes dans les salles des professeurs le soir, parce qu'on n'a nulle part où étudier. C'est transformer les obstacles en tremplin. » À la fin du discours, l'auditoire fit une ovation debout. William remarqua un groupe de responsables des médias au fond. L'histoire attirait l'attention nationale. Le modèle de The Horizon était sur le point de se propager au-delà de Harvard. Alors qu'ils marchaient ensemble après l'événement, Thomas regarda Zora, puis William. « Quand tu l'as trouvé cette nuit-là, testais-tu une théorie ou cherchais-tu une preuve pour ton programme »
William réfléchit attentivement à la question. Je cherchais une raison de croire que le changement était possible, et je l'ai trouvé. Le véritable triomphe ne résidait pas seulement dans l'équation que Zora avait su résoudre ou dans le programme qu'elle avait inspiré, il résidait dans la transformation d'un système entier qui, pendant des siècles, avait gaspillé d'innombrables esprits brillants simplement parce qu'ils n'étaient pas dans le bon état. Et comme Zora le démontrait chaque jour, parfois, la plus grande résistance n'est pas contre un adversaire, mais contre un système qui n'avait jamais imaginé votre existence.